Jokic 2023, Curry 2022, Giannis 2021, LeBron 2020, Kawhi 2019, etc., etc. À chaque saison NBA, son grand cru, son millésime dont on se souvient tous et dont on parlera encore à nos enfants. Toutes ces stars ont remporté un titre NBA afin de laisser leur marque dans l'histoire, et comme le bon vin, plus ces titres s'éloignent, plus ils nous semblent délicieux. On en oublie peu à peu les défauts, noyés dans la nostalgie pour ne garder que l'épopée de notre héros. Mais aujourd'hui, on se met face à l'histoire et on va se poser une question simple mais délicate. Est-ce que ce sont vraiment les stars qui font remporter les titres NBA ? Alors installez-vous bien pour cette mini-enquête mêlant stats, tactiques, histoire et qui risque de bousculer l'une ou l'autre conscience. Bienvenue. Avant que la vidéo ne commence réellement, un petit message pour vous dire que si elle vous plaît, que le sujet vous plaît, qu'elle vous a peut-être appris quelque chose et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien le meilleur moyen c'est de mettre un petit like et de nous le dire en commentaire. Ça aide vraiment énormément au développement de la chaîne et ce bon développement, c'est aussi beaucoup grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui le feront et moi je vous laisse avec Azad pour répondre à cette grande question. Est-ce que les superstars font vraiment gagner des titres NBA ? La question à se poser, avant de commencer, est-ce que c'est pas vraiment comment en arrive-t-on à telle question ? Comment est-ce que ce poncif hante tous les débats médiatiques ? Pourquoi est-ce qu'on entend plus Jordan a battu les Bad Boys que les Bulls, cette équipe légendaire et dominante, a battu les Detroit Pistons, une équipe de très haut niveau par ailleurs ? Bon, évidemment, la réponse est tout sauf triviale. Et les causes sont nombreuses, surtout diversifiées. On pourrait partir du point de vue d'une analyse sociétale et dire qu'on n'a jamais été dans un environnement aussi individualiste où l'individu est systématiquement mis en avant. On pourrait également partir d'un autre principe, la fameuse narration. La NBA est un produit marketing avant tout. Le but est de vendre, et quoi de mieux que des belles histoires pour vendre ? Des héros, des mythes, auxquels il est bien plus facile de s'identifier plutôt que des schémas tactiques collectifs qui ne parleraient à moins de personnes et à un plus petit public. Ou alors, on va partir d'un raisonnement tout à fait logique et sensé, celui qu'en dehors du football américain, où le quarterback prend toutes les décisions, il est dur de trouver un sport où la star est aussi omnipotente qu'au basketball. Déjà, ne serait-ce que par le fait que tout le monde attaque et défende. Mais aussi du fait que le basket, ça se joue à 5. Et donc forcément, chaque joueur possède une plus grosse importance qu'au football par exemple, ou des sports comme le rugby, où il y a 15 personnes par équipe sur le terrain. On pourrait aussi dire qu'au basket, compliqué de vraiment couper quelqu'un de l'action comme au football, et si vous le faites, vous pourrez compromettre grandement vos chances de réussite. Donc en réalité, une méga star peut influencer presque la totalité des actions d'une équipe, rien que ça. En partant de ce principe avéré, il est donc simple et sensé de se dire qu'un franchise player est celui qui a la plus grosse part du gâteau, la plus grosse influence sur un match de basket. Et que donc, c'est celui qui fait bouger le plus le curseur d'une équipe championne à une équipe qui ne l'est pas. C'est grâce à lui que principalement une équipe devient championne NBA. Le meilleur franchise player sera donc celui qui amènerait le plus souvent son équipe au bout, à la bague. Ce serait donc un léger abus de langage, mais dire que est-ce que c'est Jokic qui a tout simplement gagné en 2023 ? Est-ce que LeBron a gagné tout seul en 2016 ? Est-ce que Kawhi a gagné tout seul en 2019 ? Etc. etc. La démonstration semble infaillible et sensée, mais il y a quelques trous dans la carapace, et lorsqu'on voit ces petits trous, c'est tout un monde qui s'effondre et une autre vision qui s'offre à nous. Bon, la première chose à dire dans cette recherche, c'est que oui, chaque équipe championne ou presque possède un joueur à grand minima top 15 de NBA. Remontons simplement les 10 dernières années. Le constat est frappant. Tatum, Jokic, Curry, Giannis,
LeBron et AD. Kawhi, Curry et KD, encore LeBron. C'est systématique. Mais est-ce que cela veut dire que ce sont les stars qui gagnent le titre ? En étant parfaitement rigoureux, non. C'est une condition nécessaire. Sans star, pas de titre. Les exemples d'équipes très fortes, mais dont le franchise player n'est pas assez fort venu lors des playoffs, ils sont nombreux en fait. On parle souvent de création de décalage. Si vous tombez sur le match-up qui enlise votre système offensif collectif, il faut avoir un plan B, un joueur capable de s'ajuster lui-même au schéma défensif, de poser un dilemme et donc de continuer à pouvoir créer ces décalages. Prenons un exemple simple, concret, les Hawks 2015. 60 victoires en régulière, 5e offensive rating avec 109.4. Puis les playoffs arrivent et patatras. Les Cavs switchent beaucoup plus en finale de conférence et mettent le verrou sur cette attaque très collective. Mais même sur l'ensemble de la campagne, Atlanta a eu beaucoup de mal à justement créer du jeu. Et comme il n'avait pas de star pour se créer lui-même son tir, l'offensive rating est tombé à 103 sur la campagne. 11e score parmi seulement les 16 participants aux playoffs. Et si on va rapidement dans les chiffres, ce manque de décalage se voit sur un aspect particulier, l'adresse à 3 points qui dégringole. Et oui, si vous n'arrivez plus à forcer le verrou, vous n'arrivez plus à trouver de bons tirs en fin de chaîne et l'adresse dégringole. De 39% à 32%. Sans doute un peu de malchance également, mais certaines autres stats montrent aussi ce souci. Le nombre de catch and shoot à 3 points qui passe de 22 à 40% de réussite, à seulement 19,7 pour 32% de réussite. Et comme aucun joueur ne peut réellement prendre le jeu à son compte, c'est la chute. Un autre exemple serait une star pas assez performante, et là, en effet, les exemples ne manquent pas. Mais finalement, cela ne veut pas dire que les stars gagnent les titres. Ça veut précisément dire l'inverse. Elles peuvent te le faire perdre si elles ne sont pas assez fortes. En résumé, avoir une star de haut niveau te permet d'être invité à la soirée privée des contenders. Sans elle, rien n'arrive. Mais est-ce que c'est vraiment elles qui vous font devenir la reine du bal ? En réalité, l'invitation à ce bal est sans doute bien plus confidentielle que ce que l'on pourrait avoir l'impression. Et les stars suffisamment fortes sont moins nombreuses qu'il n'y paraît. C'est d'ailleurs la question que l'on peut avoir cette année sur les Cavs, les Pacers, les Wolves ou les Rockets. Ont-ils une star suffisamment forte pour avoir réponse à n'importe quelle défense ? Que vont faire les Cavs face à un blitz ultra agressif ? Que vont faire les Pacers face à un switch all qui annule un peu leur mouvement ? Que vont faire les Rockets si Alperen Sengun n'a pas un match-up avantageux ? Mais une fois qu'on a atteint les très hautes sphères, il est légitime de se demander si c'est vraiment elles qui font bouger le curseur, qui font pencher la balance de l'autre côté. Encore plus dans la NBA actuelle. En gros, est-ce que Shai Gilgeous-Alexander propose à ce point un plus gros problème à une défense que Jokic, ou inversement, que Tatum, que Curry ? L'approche de chacun est différente, chacun avec ses forces et ses faiblesses, mais le dilemme posé est à peu près systématiquement le même. Êtes-vous prêt à compromettre votre défense pour freiner ce joueur star ? Face à cette question, la réponse est souvent oui. Et c'est précisément ça qui font de ces stars l'élite de NBA. Ils arrivent à compromettre le schéma défensif de base. Lors des derniers playoffs, les Wolves ont systématiquement doublé Jokic sur ses post-up, même en fin de série lorsque Rudy Gobert défendait le Serbe. Lors des finales, et même dès les demi de conférence face à OKC, Luka Doncic s'est vu complètement boucher la raquette, avec des aides très agressives, quitte à laisser les coéquipiers, et donc des tirs ouverts à 3 points dans les corners. Quitte à en payer le prix fort pour OKC, mais lorsque la crise d'adresse est retombée en finale, c'est un peu toute l'attaque des Mavs qui est retombée. On peut même remonter plus loin, en 2017, lors de la série Spurs-Rockets. La fameuse série du choke de James Harden au match 6, du contre de Ginobili au match 5. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, San Antonio a juste appliqué ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Prise à 2 systématique sur Harden sur pick and roll, avec un drop en plus pour lui boucher l'accès au cercle. Quitte à laisser le pick and pop ouvert.
Et au-delà de ça, même sur l'isolation, on avait des aides ultra agressives sur chaque drive, quitte à laisser encore une fois des tirs ouverts à Patrick Beverley et compagnie. Et en 2018, la fameuse série face aux Warriors, cette série légendaire de 27 tirs à 3 points manqués de suite, c'est principalement les role-players qui ont manqué ces tirs. Mais ça me rappellerait presque une vidéo tout ça. En gros, la théorie voudrait plutôt que ce qui fait la différence, c'est pas tant les superstars, mais c'est plutôt la valeur du supporting cast. Et d'un point de vue théorie du jeu, en regardant les défenses actuelles, ça semble extrêmement logique. Prenons les meilleures défenses de NBA. OKC, Houston, Boston et même les Cavs. Essayons de remarquer un pattern, un lien entre elles. Il y a un comportement commun face aux attaquants élites adverses, et il est très simple à cibler. Ces équipes doublent presque en permanence. Lorsque tu es OKC Denver, par exemple, Jokic a été doublé systématiquement lors de ces affrontements. Et si vous prenez le match d'ouverture où OKC a largement emporté et la victoire de Denver en mars, le traitement de Jokic est le même. Une prise à deux systématique sur chacun des post-up. Alors évidemment, il y a des ajustements sur le fait de faire plus driver le Serbe pour qu'il puisse s'échapper de ses prises à deux, mais le gros changement, c'est avant tout la réussite et l'adresse des coéquipiers du Serbe. En mars, 68% de réussite, 142 d'offensive rating. Plus tôt dans la saison, pour le match d'ouverture, 21% de réussite à 3 points et 87 d'offensive rating. En gros, le Serbe a systématiquement créé des décalages. En réalité, lui, c'est une constante. Mais c'est plutôt la variable du supporting cast qui va faire que l'équipe va potentiellement gagner ou ne pas gagner. Et ce match de mars, il est assez symbolique, parce qu'en réalité, SGA aussi, il a été doublé, souvent du milieu du terrain en permanence de la part des Nuggets. Et en fait, OKC, ils ont très bien réussi à jouer ces situations de 4 contre 3, mais malgré le fait de très bien gérer ces situations avec un avantage structurel, ils n'ont pas été aussi adroits que le supporting cast des Nuggets, et c'est donc en réalité les Nuggets qui ont gagné, même si l'exécution était plutôt bonne tactiquement. Prenons un autre exemple de l'autre côté du pays, les Cavs contre les Celtics. Comment les Cavaliers ont géré le cas Jason Tatum la plupart du temps? En réalité, de plein de manières différentes. On a eu des tentatives de switch and double, on échange d'abord notre maillon faible, puis on vient doubler dans un second temps. Le mode opératoire n'est pas le même, mais l'intention est similaire, faire venir la décision d'un autre joueur. Sauf que les Celtics sont tellement adroits de loin que c'est exactement ce qu'ils veulent obtenir, ces fameuses situations de 4 contre 3, qui finit d'ailleurs très souvent par un tir ouvert ou alors par une situation de drive ou de post-up avec un mismatch. Et c'est là aussi qu'il y a tout un autre versant très intéressant. Le spacing de Boston est tel qu'il a dissuadé Cleveland de faire ses aides systématiques. Premier match de la saison, Cleveland bouche la raquette et se fait pilonner de loin. 14 sur 22 à 3 points pour les Celtics sur la première mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, Cleveland est moins agressif, mais en fait perd le match sous le cercle parce que, à force de pas venir en aide, Boston a échangé les 3 points ouverts contre des drives et Tatum, Jaylen Brown peuvent constamment attaquer en 1 contre 1. Boston est secrètement une des équipes à avoir peut-être le meilleur spacing et le meilleur supporting cast. Et c'est grâce à ça qu'ils dissuadent d'être trop agressifs sur les aides, parce que être trop agressif sur les stars de Boston, on met encore plus en valeur son supporting cast, celui qui l'a potentiellement fait gagner en 2024. Et c'est précisément la réaction de tout ce qui vient se passer qui les a fait gagner dans ces dernières finales. Face à des Mavs qui switch tout, Tatum a pu driver en 1 contre 1, encore et encore, face aux Mavs, face à Doncic. Et en fait, Jaylen Brown et Jason Tatum n'ont jamais autant drivé de leur vie que lors de ces finales NBA où tout simplement les Mavs ont laissé les switches et du coup les deux stars ont pu en profiter parce que le supporting cast était en place pour pouvoir laisser profiter de ces situations, et on a aussi vu beaucoup de drives de Jrue Holiday ou de Derrick White. Si on parle un petit peu de chiffres par exemple, Tatum il a tourné à 1,01 points par tir tenté en finale. C'est très loin de son habituel 1,2 points par tir tenté, mais en réalité,
c'est les décalages qu'il a créés qui a permis en fait à tous les connecteurs de Boston de les exploiter. Et c'est là encore une fois où le supporting cast est très important. Leur menace de shoot a attiré les close-out et ils ont pu les attaquer de manière répétée encore et encore pour trouver les meilleurs shoots possibles. Et en fait, Brown a eu une efficacité de 1,07 points par tir tenté, mais Jrue 1,25, White 1,18, Sam Hauser 1,45. Et en réalité, toutes ces grosses efficacités de la part du supporting cast ont été créées par la gravité de Tatum. Et encore une fois, d'avoir des joueurs capables de shooter, de porter la balle et d'attaquer le close-out, c'est ça qui fait la vraie valeur du supporting cast et du spacing des Boston Celtics. Mais bon, si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous dire quelques autres chiffres. OKC Dallas 2024. SGA 1,2 points par tir tenté, Luka Doncic 1,14 points par tir tenté, et pourtant c'est le Thunder qui a perdu alors que c'était pourtant SGA la star la plus efficace. En réalité, c'est parce que Josh Giddey a eu une efficacité abyssale. Jalen Williams n'a pas réussi à être aussi efficace qu'en saison régulière avec seulement 1,02 points par tir tenté. Lou Dort, pareil, avec une mauvaise efficacité de loin. Et Chet Holmgren était cantonné à 22% de réussite à 3 points. Pareil pour Aaron Wiggins. De l'autre côté, les role players de Dallas, en fait, ils faisaient la meilleure série de leur vie, avec 40% de réussite à 3 points. Et du coup, c'est ces mêmes joueurs-là qui ont aussi tiré à 31% lors des finales NBA face aux Boston Celtics. Là où le rendement de Luka Doncic est resté le même dans une série qui a été gagnée et qui a été perdue, en réalité, c'est le supporting cast qui a fait la différence du bon côté en finale de conférence et du mauvais côté en finale NBA. Un autre exemple de 2024, les Nuggets. On l'a dit, Jokic se faisait doubler en permanence et a sorti peut-être la meilleure performance individuelle sur l'histoire de playoff. En tout cas sur cette série, face à une telle défense. Une perf historique avec le Game 5. Donc en réalité, ce Game 5, s'il gagne la série, il aurait marqué l'histoire au fer rouge. Malheureusement, avec 21 puis 25% de réussite à 3 points de la part de Denver, c'est des défaites au match 6 et au match 7. Et en réalité, c'est ça qui fait perdre la série. Alors que Jokic et Murray sont très efficaces sur ces derniers matchs, le reste de l'équipe, le quatuor Gordon, Michael Porter Jr., KCP et Brown, sont seulement à 19 points marqués pour 0,9 points par tir tenté. C'est vertigineux. Mais reparlons plutôt des équipes qui gagnent. On a donc parlé de Tatum en 2024 face aux Mavs avec une efficacité au scoring moyen, mais en réalité une victoire collective. En 2023, défaite face au Heat, et en réalité, est-ce qu'il a vraiment été plus mauvais que ça ? Pas du tout. En fait, en termes d'efficacité au scoring, il est bien meilleur face au Heat que face aux Dallas Mavericks en 2024, mais le reste de Boston ne tire qu'à 30% à 3 points, ce qui fait donc s'effondrer l'équipe des Celtics sur les 3 premiers matchs, un écart qu'ils n'arriveront pas à remonter, avec notamment la blessure de Jason Tatum au début du match 7. Et des exemples comme ça, il y en a des belles. 2019, Kawhi et Curry ont la même efficacité avec 1,2 points par tir tenté, mais le supporting cast des Warriors sans Kevin Durant n'arrive pas à exploiter le box and one sur Stephen Curry, qui sera coupé du monde pendant ces finales. Alors que les Raptors étaient bien huilés, avaient justement une efficacité qui était très bonne sur le supporting cast avec au minimum 1,1 point par tir tenté pour les Van Vliet, Gasol et Ibaka, même plus efficace que ça pour certains d'entre eux, c'est là où ça a fait une vraie différence. Et d'un point de vue du partage du ballon aussi, rien de plus logique. Les meilleurs joueurs de la ligue tournent au grand maximum à 40% d'usage. Concrètement, une possession finit 40% du temps dans les mains de votre star. Et encore, on parle vraiment des joueurs presque héliocentriques ici. Donc, même dans les cas les plus héliocentriques, 60% du temps, c'est bien les autres qui font la décision arrivée à la fin de la possession. Et encore, ici on parle que de l'attaque, mais
toutes les équipes ont une star, entre guillemets, offensive si elles sont compétitives. Elles en ont toute une. Mais en réalité, il y a aussi l'autre partie du terrain où, en défense, c'est exactement pareil. Chacun des joueurs a une grosse partie de responsabilité dans la défense, surtout avec le switch et les décalages qui se mettent de plus en plus en place. Vous avez donc besoin d'avoir un supporting cast et pas seulement une star, le plus infaillible possible. Parce qu'il suffit d'une seule faiblesse, une seule cible, et tout part à volo. C'est aussi là où les Celtics sont géniaux. Car Al Horford a pu dégainer en playoff la carte du switch hall après avoir passé la plupart partie de l'année en drop. Et malgré la blessure de Porzingis, Al Horford a assuré son rôle de pivot switch hall tout au long des playoffs et a pu absorber tous les décalages. La protection de cercle est aussi très souvent apportée par autre chose que le franchise player. En réalité, on va rarement avoir un joueur très dominant en attaque qui va être aussi à la protection de cercle ou même à la domination du rebond. Tout ça sont des efforts collectifs et c'est pour ça que c'est les équipes les mieux construites qui fonctionnent le mieux. Les petits détails comme ça, la capacité à faire toujours les bonnes rotations sans se tromper, c'est là où par exemple un joueur comme Derrick White a énormément d'importance dans le succès des Boston Celtics en finale. Mais bon, maintenant qu'on a pas mal parlé de Boston, c'est normal, honneur aux champions. Mais une question subsiste et brûle les lèvres. Qui a le meilleur supporting cast en cette année 2025 ? Je vous invite donc à aller sur le podcast du Basket Lab, parce que Baptiste y a été invité pour justement répondre à cette question. Qui a le meilleur supporting cast en NBA avant les playoffs 2025 ? Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cette vidéo. On vous souhaite de très bons playoffs et on vous invite aussi à répondre en commentaire si vous pensez que oui ou non les stars sont le plus important pour gagner le titre, à partager les vidéos, à les liker et puis nous on se retrouve très prochainement soit pour un podcast, soit pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, merci beaucoup.